L'ange. L'ange qui vient de la surface pour les uns, du paradis sûrement pour d'autres. J'ai déjà consacré une longue vidéo à cet énergumène, et depuis les preuves n'ont fait que s'empiler en faveur de l'ange joueur. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour faire mon mea culpa, car peu après avoir sorti celle sur les démons de Deltarune, j'ai eu une discussion avec l'une qui contestait l'avis que je présentais dans cette vidéo sur l'ange. Au fur et à mesure du temps, je me suis découvert de plus en plus convaincu par sa vision, et je pense qu'il faut commencer cette vidéo par là. Nous sommes l'ange de Deltarune, mais nous sommes aussi l'ange d'Undertale. C'est vrai, tantôt Azriel semble angélique, tantôt c'est Kara qui apparaît comme l'ange de la mort. Mais pour l'un comme pour l'autre, c'est à travers nous, à travers nos choix, qu'ils prennent les caractéristiques qui les rapprochent de l'ange. Même quand Azriel a l'apparence d'un ange et a assimilé tous les monstres, il n'est toujours pas prêt à les libérer et accomplir le rôle de l'ange dans cette route. Il faut que nous le sauvions pour que les monstres soient libérés. Nous sommes leur sauveur, le libérateur des monstres. Et en Géno aussi, nous sommes le libérateur des monstres au sens de l'ange de la mort où nous les tuons, car Kara a besoin de nous pour être guidé et comprendre le but de sa réincarnation. Quand vous lisez le dialogue sur la prophétie de l'ange, vous comprenez immédiatement que ça se réfère à votre pouvoir de choisir. Et si j'avais plus de doutes sur la capacité de l'humain à être l'ange, car on nous dit que l'ange revient, ce n'est pas un contre-argument. J'étais encore prisonnier du point de vue qui assimile Frisk à nous ou l'humain à nous. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente sur Hiram et Chris, nous, l'âme, sommes un tout plus large. En pacifiste, nous revenons, car il faut faire une fin neutre et sortir de l'underground avant de pouvoir faire une fin pacifiste. Oui, quoi qu'il nous arrive dans cette fin, notre perso n'est plus dans l'underground, donc nous revenons. Et en Géno, puisque nous sommes Kara, bien sûr que nous revenons. Ça fait beaucoup de sens, non ? Puisque nous sommes l'entité sur laquelle repose le destin du monde, une telle entité ne mérite-t-elle pas d'être considérée comme un dieu ? D'où le fait que les personnages qui cherchent à devenir un dieu avec cette âme humaine, ou qui le deviennent effectivement, ou qui se rapprochent de la divinité ou de l'absolu par un moyen détourné, reprennent le motif de la rune Delta. Mais lorsqu'ils le reprennent, ils n'arrivent pas à masquer l'identité véritable de l'ange. Regardez donc. Si Asgore et le chevalier ont le rond au niveau de leur poitrine, siège du cœur, les exemples les plus parlants sont les suivants. Metaton Neo a un symbole d'âme humaine là où le cercle devrait être, Undyne aussi, et Azriel également. En se changeant en ange, il révèle à leur insu sa vraie identité. Il n'est pas surprenant que dans Undertale, son sens soit assez peu clair pour que tout ce qui l'entoure reste plus ouvert à l'interprétation, car d'emblée, la rune Delta est présentée comme un symbole dont l'origine précède l'histoire écrite, et a été perdue, de la même façon que Toby avait arrêté de travailler sur le jeu qui est devenu Deltarune, et a dû reprendre le symbole dans un contexte nouveau. Sauf que dans Deltarune, on a affaire à cette histoire et au sens réel de la rune, de sa légende qui porte sur le bannissement de l'ange. On est donc voué à y découvrir l'identité de l'ange. Vous et les personnages qui rappellent l'ange dans Deltarune le font tous en relation à nous. C'est le cas de Spamton Neo qui veut nous absorber, c'est le cas du chevalier qui désigne l'âme comme sa marque, et Noël, elle est carrément prise pour l'ange en Weirdroot, probablement car elle est condamnée à y devenir notre servante, un réceptacle pour nous. Vous pouvez le voir de deux façons. Soit on est littéralement l'ange, c'est nous que l'appellation décrit, et c'est un moyen pour le jeu de ne pas avoir à dire le joueur ou identité de l'âme rouge, c'est l'option que je choisis. Soit c'est un rôle préexistant comme tout rôle prophétique, et il s'avère qu'on prend cette place car on correspond parfaitement à la description. Quoi qu'il en soit, le monde de Deltarune, nommé d'après l'emblème, tourne autour de nous. Nous sommes le dépositaire du sens de ce monde, et nous sommes assimilés au monde, qui se rompt quand l'ange se brise dans la prophétie, et qui refuse de mourir en Géno, de la même manière que nous refusons de mourir en pacifiste. Tout comme les Darkners sont déterminés par les Lightners qui sont leurs dieux, et leur confient leur sens. Les Lightners s'en remettent à la prophétie et révèrent l'ange. Ceux qui sont la lumière reçoivent eux-mêmes leur sens d'une lumière plus grande, une lumière absolue. Ils prient la beauté et la majesté de l'âme, ils prient le paradis qui sait leur histoire, car c'est comme ça qu'ils ont un sens. Ils en ont un aux yeux du joueur qui les regarde. Parce qu'ils existent à la fois l'un avec l'autre et chacun avec leur version dégradée, on peut arriver à comprendre ce que sont la lumière et les ténèbres par série de distinctions, à la fois en voyant en quoi ils se rapprochent d'autres notions et comment ils s'opposent à une notion adverse de l'autre côté de l'équilibre. C'est l'un des enjeux qui va nous occuper ici, et le terrain a largement été déblayé par Aspastat dans son texte Deltarune's Fate. Il y a des parties qui sont plus spéculatives, mais son travail de caractérisation de la lumière et des ténèbres est tout simplement immaculé. Je ne le ferai jamais aussi bien, donc allez lire le lien de son texte dans la description pour plus de détails. Dans cette vidéo, je vais avoir un usage un peu lâche du verbe être. Quand je dis que la lumière est ceci ou cela,
Je ne crois pas vraiment que ce soit à prendre comme une relation d'identité. Vous le pouvez, mais mon opinion personnelle est plutôt que Toby utilise les termes lumière et ténèbres pour pouvoir s'émanciper d'autres termes par lesquels il les remplace par moments, créant ainsi ses propres notions tout en absorbant des parties de la signification d'autres notions. Un autre moyen de le dire, c'est que je ne sais pas si ce « est » correspond à un « égal » ou à un « environ égal ». Comme l'indique le terme d'ange, surtout quand il est opposé à un diable qui fait une expérience sombre, très sombre, encore plus sombre, l'ange est lumière absolue. C'est pourquoi il brille sur tout ce qui est moins lumineux que lui et peut en définir le sens. Mais les Lightners, qui sont de plus petits éclats, peuvent eux aussi faire la même chose. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils créent des histoires, et notamment des mondes des ténèbres. Par opposition, les Darkners sont ceux à quoi on attribue le sens, comme l'est un objet ou la matière inerte. Les propriétés liquides et oniriques des ténèbres évoquent la puissance de l'imagination, sa contingence, sa capacité à être n'importe quoi, c'est-à-dire que les ténèbres sont le potentiel, elles sont indéterminées. Et je n'utilise pas ce mot sans arrière-pensée, les Darkners n'ont ni âme ni détermination, sinon Queen créerait une fontaine elle-même. Cela dit, ils sont encore structurés, déterminés par la volonté de la fontaine, c'est-à-dire la volonté du Lightner qui crée une fontaine. Comme on le voit en chapitre 4, où les Darkners qui sont actifs changent, alors que l'on a juste remplacé une fontaine par une autre. Et les changements correspondent assez bien avec le fait d'avoir remplacé la volonté du chevalier par celle de Suzy. En revanche, les ténèbres les plus profondes n'ont aucune structure, elles sont tellement indéterminées qu'elles n'ont aucune confiance. Ce sont les titans qui n'ont aucune direction et n'existent que pour détruire. On voit dans leur vengeance qu'il s'agit vraiment d'un potentiel pur, comme l'enfant qui peut être n'importe quoi. Mais comme il n'y a pas de lumière du tout, il n'y a rien pour la canaliser. Ça ne peut que détruire. Le sens et la structure sont du côté de la lumière, c'est-à-dire qu'au même sens que dans le déterminisme, la lumière est déterminante pour ce potentiel. La lumière est détermination. Le spectre de la lumière qui va jusqu'aux ténèbres plus sombres que l'absence de lumière est le spectre qui va de la détermination à l'indétermination. Quand vous théorisez sur la détermination dans Deltarune, il y a un peu deux écoles. Soit vous prenez la lumière et les ténèbres comme deux facettes de la détermination, soit vous prenez l'une ou l'autre comme la détermination. Mais aujourd'hui, peu considèrent vraiment que les ténèbres seules sont détermination, parce que sinon le fait d'avoir attribué au Lightner l'usage de la détermination et non au Darkner serait extrêmement douteux. Et le fait que les Lightners aient le privilège exclusif d'être déterminés est pour moi un argument suffisant pour trancher d'ailleurs. La symbolique telle que je viens de la présenter en est un autre, mais je ne m'arrêterai pas là. J'ajoute que si les ténèbres étaient aussi détermination, l'être le plus ténébreux serait en compétition avec nous, comme en fin pacifiste d'Undertale, pour l'usage de la sauvegarde, ce qui n'est pas le cas. En revanche, si vous pensez que les ténèbres ont des propriétés semblables ou symétriques, voire qu'ils interagissent d'une manière ou d'une autre avec la détermination et ses facultés, cela me va tout à fait. Ça pourrait servir à expliquer ça. Ça aussi. D'autant que la lumière et les ténèbres sont appelés à se faire écho et interagir. Mais c'est justement parce qu'ils interagissent que je trouve nécessaire de connaître leurs propriétés essentielles. Comprendre que la lumière est détermination est nécessaire pour cerner l'élément dynamique de ces histoires qui gravitent entre deux pôles. Vous aurez remarqué que Deltarune rejoue quasiment à l'identique une dualité présente dans Undertale. Il rebat juste les cartes des rôles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans Deltarune, les Darkners n'ont pas de détermination et sont dépendants de Lightner, humains comme monstres, qui ont de la détermination. Dans Undertale, il n'y a pas de monde de lumière et de ténèbres, mais il y a la surface sous le soleil et le souterrain dans l'obscurité, où les humains qui viennent de la surface ont de la détermination, et les monstres qui vivent sous la terre n'ont pas de détermination, ou seulement en quantité minimale. C'est pas du tout subtil, c'est les mêmes distinctions. Dans la prophétie, la lumière est associée à l'espoir et les ténèbres au rêve, et vous ne devinerez jamais à quoi sont associés les deux êtres qui fusionnent, l'humain Kara et le monstre Azrael. Oui, l'un est associé à l'espoir, et l'autre est un dreamer, homonyme de dreamer, rêveur. Le rêve, l'élément ténébreux, y est décrit comme le but de la détermination. Ce n'est pas la détermination elle-même, c'est ce qu'elle vise, ce qu'elle cherche à accomplir et qui la fait exister. C'est exactement la même chose dans Deltarune, où des petites étoiles, des lumières, apparaissent quand l'on use de sa détermination pour percer le sol,
Et ensuite, les ténèbres qui sont dans la terre sont attirées par l'effort pour accomplir le rêve et remontent, comme nos rêves se rapprochent de nous et sont réalisés quand nous sommes déterminés à les accomplir. Contrairement au rêve et en vue du rêve, l'espoir a une visée intentionnelle claire. Il est vif, il a un objet clair. Suzy dit qu'il faut se concentrer sur ce que l'on veut pour faire une fontaine. À ce moment-là, l'espoir investit le rêve, les ténèbres emplissent le monde de lumière et une histoire peut commencer. Dès Undertale, la détermination avait déjà pour symbole l'étoile, signe universel de lumière. On l'associait à la chaleur et à la vitalité. A l'inverse, la mort était associée au froid et à l'obscurité. C'est pourquoi dans Deltarune, le monde des ténèbres comporte plusieurs symboles de mort et les ténèbres se répandent à cause d'un chevalier du froid. Les ténèbres sont l'antithèse de la lumière vitale qu'est la détermination. Tout comme dans Undertale où la sauvegarde était possédée par l'être le plus déterminé, ici elle l'est par l'être le plus lumineux et est décrite comme un prisme ou un fragment de lumière du soleil. Les formules sur le fait d'être rempli de détermination au point de sauvegarde sont remplacées par des formules qui disent que quelque chose brille en nous. Mais cette lumière, c'est celle de la détermination. J'en veux pour preuve la narration du chapitre 2 qui tease que l'on sauvegarde grâce à un certain pouvoir pour préparer la mention du pouvoir de détermination. Kara dit que votre pouvoir l'a réveillé avant de parler de notre détermination et la musique de quand on scelle une fontaine avec notre lumière s'appelle votre pouvoir. La même chose arrive dans le combat contre le chevalier, quand on perd et que Gaster dit avoir vu votre pouvoir briller, alors même qu'il vient de dire qu'on a persisté et qu'on est déterminé. On ne peut pas faire plus explicite que ça. Si la lumière est en vue des ténèbres, les ténèbres existent pour la lumière. C'est pourquoi on peut parler de connexion. Tout ce qui est existe entre ces deux pôles. Une histoire a besoin des deux pour commencer. C'est le cas pour faire surgir un monde des ténèbres, c'est aussi le cas pour faire surgir Deltarune. Les deux éléments ont besoin de ce qu'ils ne sont pas et non pas déjà, et cela s'étend jusqu'au plus grand représentant de la lumière et des ténèbres. Si la lumière donne la structure, le sens et la forme qu'elle détermine, il lui faut quelque chose à déterminer, à pourvoir de sens. Il lui faut de l'indéterminé. Il lui faut donc de la liberté. Et nous avions établi dans la vidéo précédente que l'âme, épée de la Swordroot, cherche à s'épanouir dans la liberté. C'est pourquoi on cherche les Shadow Crystaux et fait les boss secrets, eux-mêmes associés à la liberté. Alors quel est le désir de l'ange? La liberté. On cherche à faire ce qu'on veut. Cette liberté que l'on recherche est personnifiée par Gaster. Est-ce que vous me cherchez? Le libre arbitre a souvent été interprété comme une conséquence du fait de succomber à la tentation. Il est ici représenté par le diable. Mystère ultime, libre d'interprétation, dont le thème est réemployé dans ceux des boss secrets affiliés à la liberté, Gaster est ce potentiel pur qui gît dans les ténèbres. J'ai déjà parlé de Gaster comme d'une figure qui veut actualiser la prophétie, mais je ne suis pas sûr de cela. Il nous invite à faire plusieurs fichiers de sauvegarde, il nous invite à combattre le chevalier, il connaît la prophétie mais il nous parle de faire un nouveau futur, alors peut-être veut-il nous voir dépasser le futur qu'il a vu. Ne pas faire la Deltarune, mais sa Deltarune, au sens où l'on se réapproprie une œuvre. Et lui, détenteur du rêve qui anime un développeur depuis si longtemps, mais qui est le seul à connaître, c'est l'inverse. Il désire et a besoin de l'agent qu'on est, de l'interprète et de notre pouvoir de décision pour compléter son œuvre. Parce qu'il n'est que liberté et potentiel, imaginaire, il a besoin de réalité, il a besoin d'ordre, de quelqu'un qui actualise et va jusqu'au bout du jeu. Cette colonne vertébrale est assurée par la divinité de cette prophétie, l'ange. Ou peut-être, est-ce que devant la prophétie qu'il a vue mais ne peut changer, il a besoin d'une force capable de déterminer le destin dans une autre direction. D'ailleurs, les antagonistes en force le destin, Chris et le chevalier, sont ceux qui estiment détenir l'âme. Quoi qu'il en soit, Gaster a besoin d'un élément déterminant, et c'est nous qui l'apportons. Je vous ai cherché aussi. La séquence de contact manifeste la dynamique entre ces deux éléments lumineux et ténébreux. Gaster nous donne des éléments personnalisés, et nous bridons, nous canalisons, nous sélectionnons. Nous voguons dans les rêves que sont les mondes des ténèbres, et lui, en retour, il se satisfait de ce que nous apportons à Deltarune. Deltarune brille de votre espoir. Là, ça va aller assez vite. Normalement, j'ai pas approuvé quoi que ce soit vu que c'est écrit.
Et si le lien ténèbres-rêve est aujourd'hui tout à fait acquis, il devrait en être de même pour lumière-espoir. Ce qui me paraît distinguer l'espoir du rêve, c'est que là où le rêve est un contenu vague, distant, l'espoir est une force, une énergie, et un espoir peut être désigné précisément. Pour Toby, qui a grandi dans la communauté Homestuck et connaît son lore, mais qui pourrait aussi être familier avec le terme d'espérance dans la religion chrétienne, il fait sens d'associer l'espoir pas seulement à la confiance, mais à la foi et la réalité de ce en quoi l'on croit. Ainsi, la lumière comprise en tant qu'espoir est une promesse, et donc une prophétie, et donc une vérité. Une prophétie qui devient vérité parce qu'on place son espoir en elle, parce qu'on y croit. Et c'est pourquoi Gerson dit à la fois que c'est bien d'avoir quelque chose auquel croire, et d'apprendre à s'en détacher pour ne pas avoir à le suivre à la lettre et que ça s'impose. Mais maintenant j'ai un cœur cousu d'espoir. L'espoir écrit dans la vérité. Écrit quelque part où personne ne peut l'effacer. Et nous, qui émettons une lumière puissante, nous avons le pouvoir de faire la vérité par l'espoir. Mais cette expression, l'espoir cousu dans son cœur, elle apparaît aussi sur un vitrail où Suzy tient une épée. Qu'est-ce qu'une épée vient faire là? Rappelez-vous de ce qu'on a dit. L'âme est symboliquement une épée. On le sait depuis que Chris est symboliquement fourreau. Obtenir l'épée, c'est obtenir l'âme rouge. Et on retrouve aussi ce cœur sur un autre vitrail dont on va bientôt parler. Est-ce que Suzy va obtenir l'âme rouge? C'est fort possible. L'âme est symboliquement épée. Mais que sont les épées du monde des ténèbres dans le monde de lumière? Ce sont des crayons. Et Gerson dit que Suzy va obtenir le crayon blanc de l'espoir. Notre âme épée de lumière est ce crayon blanc. Et Suzy nous invite à penser à cette réponse parce qu'elle dit non, c'est Chris qui se bat avec un crayon. C'est vrai, à l'heure actuelle, c'est Chris qui a l'âme, capable d'écrire le destin. Mais Gerson sait que ça va changer. On a aussi l'ange et le triangle de Suzy sur ce vitrail qui est cassé quand il y a écrit que tout espoir est perdu. Quand l'âme d'espoir se brise et que celle qui la détient et représente l'espoir meurt également, l'espoir est perdu. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce vitrail, car je pense que la perte de Suzy est nécessaire, mais n'est peut-être pas la tragédie finale. Cela dit, je vous laisse encore lire le document texte d'Aspastat si vous en voulez plus sur ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous avez été attentif à mes derniers mots et au titre, vous pouvez voir venir où on va. C'est un de mes sujets de cœur, jeu de mots absolument volontaire, mais je n'ai jamais pu le traiter en vidéo. En fait, je suis à peu près aussi obsédé du joueur que je ne le suis de Gaster. Ils me semblent tous deux être les plus grands mystères de Toby Fox. Car il y a le mystère de Gaster, mais il y a aussi l'inconnu oublié de cette série, le mystère de l'âme rouge. Dans Undertale, on vous donne cette série de noms qui ont les couleurs des âmes humaines. Intégrité, bravoure, justice, gentillesse, persévérance et patience. Ce que la communauté appelle généralement des traits d'âme. Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est des substances? Est-ce que c'est juste des sentiments et valeurs morales des humains précédents? On peut garder l'appellation de traits pour parler de traits distinctifs. Et il se trouve qu'on ne connaît pas le nôtre. On a de bonnes raisons de penser qu'on en a un, parce que tous les autres humains ont une petite description au jeu de golf qui est en lien avec leurs traits, et nous aussi on en a une. Qui plus est, Kara a le même trait que nous, donc ce serait une belle info à avoir. Longtemps, la commu a été convaincue que la réponse était détermination, pour des raisons pas très claires. Ça doit être lié au fait que Kara dit tout le temps en génocide détermination, au point de sauvegarde, et qu'elle parle parfois en rouge. Mais il n'y a pas tellement de raison de penser que le rouge soit la détermination, ou pas plus que n'importe quelle autre couleur, vu que tous les humains sont déterminés. La seule couleur à la limite qui aurait un privilège sur les autres, c'est le doré, à cause des points de sauvegarde, et des fleurs d'or associées à 2 persos déterminés. Mais sinon, non, le rouge n'a rien pour lui. Mais maintenant, on a peut-être une solution. Alors, quel est le trait de l'âme rouge? C'est ça ma question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. L'espoir. L'espoir est la solution. Parce qu'elle est espoir, elle va récupérer l'âme rouge. Et parce que quand Suzy a l'âme rouge, c'est l'espoir qui est cousu dans son cœur. Asgore y voit en nous le même espoir que l'humain qui est tombé autrefois. Et qu'est-ce qu'on a en commun avec l'humain d'autrefois? Ouais, le même rouge, le même espoir. Et quand notre cœur se brise et doit se reformer,
on peut entendre Asgore dire de ne pas perdre espoir. Mais attardons-nous sur ce qu'on est en train de dire, parce que si la lumière est la détermination, mais est aussi l'espoir, est-ce qu'on n'est pas en train de rétablir l'âme rouge de détermination? C'est là que c'est important de considérer ces termes autrement que comme des équivalents stricts. Ils désignent des réalités différentes selon le contexte. C'est juste qu'à des moments, c'est plus pertinent de parler de la lumière comme d'un espoir, ou de la détermination comme d'une lumière. Ce qui peut surprendre, c'est que dans Deltarune, finalement, le rouge est associé à la détermination. Les fameux yeux brûlants de Chris, qui brillent quand Yel fait une fontaine, ou persistent pour battre Eram, ils sont rouges. Suzy, quand elle crée sa fontaine, ses yeux sont rouges. Le chevalier frappe en rouge. Alors, si vous cherchez une cohérence exacte, tout en essayant de garder du sens aux 6 autres traits, on peut essayer. Vous avez 3 solutions. Soit l'espoir est pour celui qui a quantitativement beaucoup de détermination. Je trouve ça un peu stupide. Soit la détermination, comme la lumière blanche divisible en plein de couleurs, est une catégorie qui englobe les 7 traits, ou existe sous 7 modalités différentes. Et l'espoir est juste celle qui nous intéresse parce que c'est la nôtre. C'est l'option qui est à ma faveur. Soit vous reprenez ce modèle, mais la lumière n'est plus la détermination au sens large, mais seulement la détermination quand elle est espoir. C'est possible aussi. Pour l'instant, ce sont les yeux de Chris qui sont brûlants, mais selon Garson, il y a une histoire brûlante dans les yeux de Suzy. Elle va tout brûler pendant le rugissement qu'il lui annonçait quelques lignes auparavant. C'est pendant ce rugissement qu'elle va se servir de son espoir pour écrire une nouvelle histoire. Il faut donc que l'âme l'ait rejoint peu avant ou durant le rugissement. C'est donc soit au chapitre 6, soit seulement au 7, pendant le rugissement, pour correspondre avec ce 7e chapitre, où la jeunesse était censée reprendre le crayon. Dans cette série, le 6, chiffre diabolique, est toujours associé à l'incomplétude, et le 7, chiffre de la perfection divine, à la complétude. Asgore a 6 âmes humaines, et nous sommes la 7e dont il a besoin pour devenir un dieu. À nulle part, le 7e as volant a été séparé du groupe, et Kara, premier des 7 cercueils avant nous, a disparu de son cercueil. Son âme a également été perdue. Gaster a besoin de l'ange pour compléter l'histoire qui s'arrête au chapitre 6, chapitre où l'histoire avale son auteur. Alors n'est-ce pas là que Suzy, portant cette âme divine, va compléter son histoire en lieu et place de l'auteur? Est-ce seulement après son histoire qu'on aura la liberté? Ou est-ce que ce désir ne sera jamais accompli parce que Suzy va interférer? Que de mystère. Et tandis que l'âme va rejoindre Suzy, il y a autre chose qui doit faire son chemin jusqu'à elle. L'amour trouve son chemin jusqu'à la fille. Alors, cette ligne fait référence à Noël, mais on ne peut pas ignorer le double sens, quand c'est littéralement sur ce vitrail qu'on la voit avec une âme humaine. C'est encore plus suspect quand, en japonais, la phrase ne dit pas du tout la même chose, mais plutôt « la fille trouvera le vrai sens de l'amour ». Et pour qu'il y ait un vrai sens, il faut déjà plusieurs sens, ce qui rappelle la différence entre love minuscule et love majuscule. Pour ceux qui se disent que ça marche pas parce que les japonais n'ont pas les jeux de mots avec love, si, c'est un effort pour recréer le double sens. Pour que les japonais comprennent le double sens, Flowey traduit love en ai, qui veut dire amour. Le même mot est présent sur la prophétie en japonais, prophétie qui dit le vrai sens de l'amour. Cela fait écho à Sans en japonais, dans le hall du jugement, qui dit « C'est ça, je vais te dire le vrai sens du love ». Donc le japonais, parce qu'il est obligé de faire sans la signification intuitive de love, fait tout en son pouvoir pour que vous ayez la ref, jusqu'à citer Sans. Maintenant que c'est dit, vous allez peut-être me contredire sur l'espoir. Finalement, est-ce que l'âme rouge, c'est pas l'âme d'amour, alias l'âme de love? Parce que, qu'on soit un ange ou un ange de la mort, on est toujours un ange du love dans l'une des deux écritures du mot. Même dans Deltarune, quand notre emprise augmente, nous faisons preuve de violence, et le jeu la représente avec une imagerie romantique tordue. Alors, c'est peut-être directement notre cœur qui est personnifié par le mot love dans « l'amour trouve son chemin jusqu'à la fille ». On va pas se mentir, vous voyez un cœur rouge, vous pensez direct à l'amour. Tous mes arguments sur l'espoir se sont peut-être envolés sous la force de cette intuition. À moins bien sûr que j'arrive à vous prouver que la lumière, qui est déjà détermination et espoir, est aussi love. Mais ce serait insensé, pas vrai? Vous m'obligez à sortir une carte très précisée de ma manche. Ce texte pas utilisé.
de lumière et d'ombre, et d'amour et de haine, les espoirs et rêves qui gouvernent le destin. Bon bah voilà, c'est fait. L'interprétation Love est compatible avec notre modèle. Alors, je suis un peu gêné parce que c'est pas utilisé, et c'est sûrement pour éviter le côté presque moral, manichéen, d'associer l'amour à la lumière et la haine aux ténèbres. Ceci dit, on peut y voir un certain sens dans le contexte de Deltarune. Pour que l'ordre tienne, il faut qu'il soit aimé, ou qu'il impose sa violence. Et la fantaisie chaotique peut émerger d'une rage viscérale contre ce qui existe déjà. Toute création n'est-elle pas un rejet de la réalité? L'obscurité la plus profonde, le titan, rappelle certainement la haine pure, sans conscience, n'existant que pour détruire. Et puis il y a une lumière dans l'âme, et l'on sait que l'âme est la source de la compassion. Certains seraient peut-être réticents à voir Deltarune aller sur le terrain de la distinction Love minuscule, Love majuscule, ou à s'en servir sans la mentionner. Mais nous avons établi dans la vidéo précédente qu'il le faisait déjà. D'ailleurs, dans les fichiers du jeu, le niveau en monde de lumière est appelé Love. S'il n'a pas encore augmenté, c'est parce qu'on n'a tué personne. Toby est encore très conscient de l'ambivalence du mot Love, quand l'homme derrière l'arbre nous envoie une lettre de Saint-Valentin en disant que c'est le jour du Love, mais que chaque jour peut être le jour du Love si on le veut. Alors comment résister à la tentation de voir l'âme rouge aussi comme une âme de Love quand les lettres de Saint-Valentin sont couvertes de cœurs rouges? Si cette compatibilité est possible, si notre cœur peut être à la fois espoir et amour, c'est que les termes amour et espoir sont souvent conjoints. C'est le cas dans le texte pas utilisé dont je viens de parler, mais c'est aussi le cas quand on choisit notre ressenti envers le réceptacle, où ce sont les deux seules émotions positives que l'on peut choisir, et les deux émotions négatives en sont des contraires, la peur pour l'espoir, le dégoût pour l'amour. C'est aussi, enfin, le cas dans le texte d'Undertale, qui déclare que les âmes de monstres pourraient être faites d'amour, d'espoir, de compassion. Et curieusement, seule la mention de compassion demeure dans le livre sur les âmes dans Deltarune. Le livre sur les âmes de monstres pourrait constituer une objection au fait qu'une âme humaine soit faite de ces choses-là. Mais je crois que le jeu tout entier convient à prouver l'inverse, et c'est pourquoi le même livre dit que les âmes humaines n'ont pas besoin de ces choses-là pour exister. Quand nous faisons une route pacifiste, nous démontrons que si, notre âme est amour, espoir, compassion. A l'inverse, quand nous les libérons par le meurtre, nous tordons le sens de tous ces mots, mais sommes encore héritiers de l'espoir de Kara et dignes d'être une âme de Love en majuscule. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait d'important à dire sur la lumière et sur le trait de l'âme rouge. À ceci près qu'il faut encore répéter que cette âme, c'est vous. C'est pour ça qu'elle est sacrée et capable de faits exceptionnels, étant l'âme qui est ou représente celle du joueur, pièce hors du jeu mise dans la machine pour jouer. C'est si important que pendant longtemps je pensais que c'était ça son trait. Pas une valeur, mais vous. Et que comme vous étiez un joueur, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le nommer. Il n'y a que des vous différents, vous avez tous une manière différente de jouer. Je pense que c'est une partie de la réponse parce que l'âme est capable de changer de mode, imitant parfois des couleurs d'autres âmes, et que les descriptions du jeu de balle décrivent en fait différentes manières de gagner le jeu, c'est-à-dire différents comportements de joueurs. Et vous avez le vôtre. Si vous gagnez, c'est là et seulement dans ce contexte que les noms de traits apparaissent. En fait, c'est différentes manières possibles de jouer, et vous pouvez vous en inspirer pour terminer le jeu. Mais c'est vrai que jusque-là, on n'a pas fait le plus simple. Regardez la description du drapeau rouge. Quoi que vous fassiez, vous continuez d'être vous-même. Ça résonne évidemment avec les miroirs, et c'est ce qui me faisait dire que le trait pouvait être l'ipséité ou vous. C'est le trait de l'identité par excellence, de ce qui paraît changeant mais reste intact. Mais en fait, il y a autre chose qu'il faut regarder, le contexte dans lequel on obtient cette description. C'est pas juste le drapeau rouge, c'est le drapeau rouge une deuxième fois. D'abord, c'est parce que tous les autres drapeaux arrêtent pas de dire « vous êtes ceci » et qu'on les fait plein de fois, donc peu importe nos efforts pour devenir ceci ou cela, on reste nous-mêmes. Mais ça peut aussi évoquer le premier et le 8e humain, car il faut déjà avoir eu le drapeau une première fois. Et donc qu'est-ce que ça veut dire que même après avoir eu le drapeau une première fois, quand on retente, on continue d'être nous-mêmes? Je pense que ça résonne bien avec la théorie que je vais formuler, et qui à ma connaissance n'a jamais vraiment été explicitée ainsi, quoique plusieurs théoriciens y croient parfois. C'est la théorie qui stipule que, tant qu'il y a l'âme rouge, ça continue d'être vous, et vous continuez d'être vous-même. Que ce soit Kara avant le jeu, votre personnage ou Chris, vous êtes toujours vous. C'est toujours la même âme.
Le trajet de l'âme de Undertale à Deltarune est le plus consensuel, car à plusieurs moments, il y a de claires allusions dans les choix de dialogue à Undertale, comme les ventes de pâtisseries dites récurrentes, alors qu'il n'y en a pas d'autres avant dans Deltarune, mais qu'il y en a dans Undertale. La même avec la blague sur le jukebox, qui fait écho au jukebox café d'Undertale. C'est aussi comme ça qu'on peut comprendre l'option devant Sans, c'est génial de te revoir, alors que Chris ne l'a jamais vu, mais nous l'avons déjà vu. Donc je me suis créé une nouvelle attaque, et puisque t'es le seul que j'ai jamais combattu ici, pourquoi je la testerais pas avec toi? Pourquoi t'as sauté? Allez mon pote, pourquoi est-ce que t'aurais besoin de sauter? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste sauté. Oh je sais pas, peut-être que genre tu t'attendais à quelque chose. C'est aussi sûrement comme ça que l'âme devient jaune devant un ennemi qui rappelle Mettaton. Elle a déjà joué à ces jeux auparavant, et on le voit aussi dans l'acte du flirt. Aucun de nos persos n'est bon pour flirter avec les ennemis, mais Chris y arrive bien, ce qui est logique quand vous considérez que c'est déjà un acte que vous devez faire dans Undertale. Au début du jeu, lors du contact, notre âme est invoquée. Elle n'est pas native, elle n'appartient pas à ce monde. Elle n'en vient peut-être pas directement, puisqu'on a joué à d'autres jeux entre-temps, mais elle a été dans le jeu auquel on est censé jouer avant Deltarune, Undertale. Et dans Undertale, Kara vous dit être une série de stats qu'on retrouve dans plein de RPG, et vous dit qu'elle sera là dans le monde suivant. C'est-à-dire que quel que soit le jeu auquel vous jouez, elle pense vous accompagner. Pourquoi? Parce que c'est toujours vous. Les seules réticences que j'ai vues exprimer envers la continuité de notre humain à Chris venaient du fait qu'on pouvait avoir fait une Géno et que Kara n'était pas dans la narration comme Yel l'est en Géno. Et bien sûr, Toby, qui veut une relative indépendance des deux jeux, ne va pas penser tout Deltarune en fonction de nos choix dans Undertale, pas plus qu'il ne va chercher à retirer les références à Undertale si vous n'y avez pas joué. Plus encore, dans la dernière vidéo, j'ai expliqué comment l'âme pouvait altérer son identité. Si vous acceptez comme moi qu'en pacifiste, l'humain s'est forgé une identité propre, et se dépouille complètement de Kara d'ici la fin, vous pouvez aussi accepter que l'on se dépouille de Kara ou de Frisk lorsque l'on passe dans Chris. Le principe est le même que celui de l'identité. Des parties peuvent disparaître, mais c'est encore vous. Ce n'est pas la même eau, mais c'est le même fleuve. Pour ceux qui accepteraient que ce soit le cas du 8e humain à Chris, mais pas du premier humain au 8e, je pense que vous sous-estimez l'importance de la formule « c'est toujours vous ». Je ne peux pas expliquer comment l'âme de Kara est revenue, mais comment expliquer sinon que les souvenirs de Kara soient liés à nous durant les événements du jeu? Quand Asgore dit voir le même espoir, est-ce juste parce qu'on a le même trait, ou bien parce qu'on a la même âme? Car jusque-là, toutes les théories sur le lien entre ces deux humains ont essayé d'expliquer ça par une compatibilité de traits. On aurait attiré un bout de Kara en nous parce qu'on a le même trait, mais c'est plus simple encore si vous considérez que c'est la même âme. Sinon, vous présupposez que le trait est quelque chose de substantiel. Mais qui, ici, à partir des éléments de ces jeux, est capable de me dire ce qu'est un trait? Ou qu'un trait existerait indépendamment de l'âme? Une fois réduit à ce qu'on voit dans le jeu, un trait n'est qu'une couleur d'âme qui a reçu un nom. Un élément distinctif d'une âme par rapport à une autre qui permet de distinguer cette âme humaine-là de cette âme humaine-là. Mais avec le rouge, c'est différent. On nous le montre à nouveau pour qu'on ne distingue pas ces occurrences. Pour qu'à chaque fois qu'on voit l'âme de Kara, on se dise sans réfléchir « c'est mon âme !» Et le jeu vous rétorque « oui, peu importe ce que vous faites, c'est toujours vous !» L'un est votre personnage principal et l'autre est votre vrai personnage, et les deux sont liés par cette même âme. L'idée d'un personnage qui vous représente et qui a joué avant vous est déjà là dans Moon RPG, une des inspirations de Toby. Seulement ici, ce qui est vraiment unique, c'est que vous n'ayez pas de regard sur la partie qui a mené votre personnage en son temps, et n'y êtes lié que par le souvenir qui en reste. Alors ça ne fait pas tant de différence que ça si vous pensez que c'est le trait rouge qui est le ciment du vous et se transmet entre ces trois humains, ou si vous pensez que c'est directement l'âme. À mes yeux, c'est juste que c'est plus sensé, compte tenu de son caractère sacré et du contexte de Deltarune, qui utilise ce « vous » qu'il y avait dans Undertale pour nous inclure et nous exclure de Chris. Cette âme, c'est vous qui venez parasiter Chris, jouiez dans Undertale et étiez déjà là en Kara. C'est aussi le meilleur moyen pour comprendre la narration. C'est bien la narration. Mais là on dirait qu'on leur a annoncé un truc de fou, ça y est, on a aboli le code du travail, il n'y a plus de SMIC, on dirait qu'on leur a promis qu'on allait tirer à balles réelles sur Azriel. la prochaine fois, mais non, c'est la narration qui les rend comme ça. Quand vous choisissez des options de dialogue, c'est votre âme qui les choisit. Alors qu'il y a-t-il de plus évident que de considérer que cette narration provient directement de l'âme, cette âme qui dit « je » et c'est tout sur « vous ».
J'ai peut-être laissé transparaître un avis trop négatif sur le Kara narrateur dans ma Kara analyse, mais je crois vraiment que c'est une bonne Kara théorie. Je veux dire, une bonne théorie. C'est juste que comme la plupart des théories, elle a des failles. À vous de considérer si elles sont cruciales ou négligeables. Ce qui m'importait plus dans la Kara analyse, c'était de dégager la perspective un peu trop neutre de Kara, qui accompagnait souvent le Kara narrateur, aussi bien dans sa version initiale que dans sa présentation française par Captain Hype. Mais je pense que l'on peut concevoir encore mieux le Kara narrateur si on l'englobe dans l'âme narratrice. Car si l'on reprend ce que j'ai dit dans la dernière vidéo sur le vous, qui peut, selon les circonstances, inclure plus ou moins de personnes, on peut comprendre pourquoi à des moments la narration a une personnalité, mais pas forcément celle de Kara. À d'autres, s'explicite très clairement comme Kara. À d'autres encore, c'est des choses que Kara ne devrait pas savoir. Mais on va pas se mentir, si je vous dis ça, c'est aussi pour importer dans Undertale un modèle qui est clairement là dans Deltarune. Plusieurs passages suggèrent en effet que le narrateur de Deltarune est Chris. Mais comme dans Undertale, ce n'est pas une règle générale, c'est plus l'exception. Even if we ignore all the examples of narrator telepathy, the narrator still has access to information that Chris probably wouldn't. The most abundant source of examples comes from using the check action on enemy Darkners. The narrator, without fail, will have some insight to give, even if the enemy in question didn't actually exist just one day prior. 5. The narrator is sometimes limited to Chris's perspective. The narrator often seems to be working with the exact same level of understanding as Chris themselves, just only sometimes. Take the candy on this tree for example. Initially, they're referred to by the narrator as two objects. However, once Chris takes one down and identifies it, the remaining object in the tree is now relabeled as candy in future narration. The narrator is sometimes limited to the player's perspective. I've identified 3 major examples. J'ajoute que l'entité qui sert de narrateur doit être assez proche de Chris et Kara pour les laisser intervenir, mais assez malléable et assez peu caractérisée pour qu'on puisse se permettre des libertés, ou que Toby puisse faire des blagues comme Spamton qui prend le contrôle de la narration. Et je pense que la seule entité qui fasse sens pour inclure le plus de caractéristiques sans se prendre des coups mortels, c'est l'âme. C'est la théorie de l'âme narratrice. En quelques mots, qu'est-ce qui peut aussi bien dire « c'est moi », Kara, que « c'est vous », Frisk, peut aussi connaître les événements d'Undertale, dire « moi dans la Weirdroot » et révéler des pensées de Chris. C'est ce qui est à l'intersection de tous ces humains, l'âme rouge. La narration devient alors un argument pour la continuité éternelle de l'âme rouge. J'aimerais conclure avec un commentaire qui suit de mon parti pris et l'éclaire. Je termine la vidéo comme je l'ai commencé, en rappelant le destin et le statut unique de notre âme. Quand je me suis intéressé aux âmes humaines et aux fichiers de sauvegarde dans Undertale, j'ai cru pouvoir faire de cette âme une âme humaine comme les autres. Pour certains, c'est peut-être ce qui les dérangera dans cette vidéo. Elle n'est plus une âme humaine comme les autres. Elle est un peu différente. Mais je crois que cette âme a toujours été spéciale, en vertu du fait d'être notre âme. Et si le jeu fait tout ce qu'il peut pour ne pas le dire directement, il fait aussi tout ce qu'il peut pour le connoter. Cette âme, qui devrait être la 7ème, qui termine le jeu et parfait le dieu Asgore, qui passe peut-être la barrière par elle-même, enfin neutre, qui peut atteindre un pouvoir absolu par elle-même en défiant toutes les échelles de puissance de l'univers, et rivaliser avec la détermination d'Azriel. Qu'on le veuille ou non, elle a toujours été spéciale, et c'est très clairement parce qu'elle est l'âme du joueur. Quand on joue à Deltarune, c'est une conclusion inévitable, mais elle peut aussi approfondir notre compréhension d'Undertale. Cette âme qui décide du sens du monde oriente son destin quand on joue, mais en a déjà décidé autrefois, puisque Undertale est le nom du comte d'Azriel et Kara. Et si le 8ème humain est le dernier à détenir un fichier de sauvegarde, Kara fut le premier. Il y a bientôt une décennie, nous avons mis en avant avec Captain Hype l'existence de nombreux fichiers de sauvegarde teasés dans le combat contre Flowey et dans les strings du jeu, qui pouvaient correspondre au fichier des humains précédents et à celui de Flowey. C'est-à-dire que les autres humains qui étaient tombés avaient eux aussi détenu le pouvoir de la sauvegarde.
C'était bien avant le stream des 10 ans d'Undertale qui compare la multiplicité de comportements des humains à la multiplicité de comportements de joueurs. Dans le fichier local Undertale, qui contient votre sauvegarde, vous trouverez entre 3 et 5 fichiers. Ce qui m'intéresse, file 0, file 9 et éventuellement file 8, qui eux sont vos vraies sauvegardes, avec votre placement exact, votre valeur de fun, etc. etc. En neutre, Flowey commence à complètement modifier le monde, c'est d'ailleurs là que file 8 est créé, file 8 est la sauvegarde de Flowey, pas une des nôtres, puisqu'il la récupère à ce moment-là. Depuis le début de cette série de vidéos sur Undertale, j'ai souvent été critiqué parce que je disais de façon quasi certaine que les 6 humains entre Frisk et Kara, et même j'ai été critiqué parce que je disais la même chose pour Kara, que tout ce beau monde avait eu la sauvegarde avant Frisk et Flowey. Mon argument pour ça, c'est qu'il était dit que ces deux-là avaient la sauvegarde grâce à leur détermination, et qu'on sait que tous les autres en avaient eu également. Eh bien, il est temps de le prouver une bonne fois pour toutes. Je suis le seul à remarquer qu'il y a quelque chose de bizarre dans les numéros des files. Frisk est file 9, et Flowey est file 8. Puis on a un énorme trou, et file 0. Et si Frisk a la sauvegarde dans Undertale, file 9, juste avant Flowey, file 8, encore avant Patience, Courage, Intégrité, Persévérance, Gentillesse et Justice, file 7, 6, 5, 4, 3 et 2, ce qui au passage correspond justement au combat de Photoshop Flowey qui possède les âmes de ces humains justement, puisqu'il utilise file 2 durant le combat en lui-même, file 3 pour revenir au début du combat quand on l'a quasi vaincu à la fin, file 6 pour nous mitrailler en permanence ensuite, et il essaie de charger file 4 mais échoue car il n'a jamais sauvegardé dessus. Et encore avant ces 6 humains, on a Kara, file 1. Il y avait alors un fichier qui n'avait pas de détenteur évident, et nous avions alors identifié le file 0 présent dans le dossier du jeu au fichier de sauvegarde de Gaster, et file 1 à Kara. Mais cela reposait sur une argumentation fragile. Aujourd'hui, je ne refuserai pas l'idée que Gaster ait eu un fichier de sauvegarde avant d'être enveloppé dans les ténèbres. Il me semble même qu'il est le candidat le plus probable. Si vous admettez qu'il est l'homme qui est venu d'un autre monde dont parle la River Person, cela fait de lui un monstre qui serait venu du monde de Deltarune, comme Sans et Papyrus, mais ça c'est un autre sujet. Les monstres de Deltarune ont une physicalité différente et peuvent supporter de grandes quantités de détermination. Autrement dit, on a là un monstre suffisamment déterminé qui aurait pu détenir la sauvegarde. De plus, avant d'avoir été développeur, on est bien souvent mis dans la peau d'un joueur. Donc je pense tout à fait que Gaster a pu avoir la sauvegarde, et que si Toby ne veut pas qu'elle ait fini entre les mains d'un monstre quelconque, il est tout à fait possible qu'il l'ait eu. Simplement, je pense qu'il faut inverser les places. Nous pensions que Gaster avait file 0 et Kara file 1, or, partant du constat que file 0 est dans notre dossier, nous aurions dû immédiatement conclure que Gaster ne pouvait être que file 1, et Kara file 0. Et quand vous prenez du recul sur cette information, cela fait voir les choses sous un nouvel angle. Cela fait de Kara le personnage qui introduit ce pouvoir dans l'Underground, et de notre humain, celui qui le fait disparaître en vidant l'Underground. Nous sommes là au début et à la fin. Notre âme, qui est la seule à détenir la sauvegarde dans Deltarune et la désigne comme lumière que seuls nous pouvons voir, est aussi celle qui l'introduit dans Undertale, et puis qui est la dernière à s'en servir. Et cela fait sens, un joueur et son personnage sont normalement les seuls à pouvoir atteindre une telle maîtrise du monde d'un jeu. Tous ceux qui passent entre les deux incarnations de nous ne font qu'hériter, usurper ce pouvoir. Être possesseur de la sauvegarde, c'est symboliquement être un joueur. Mais là où ils sont différents de nous, c'est que les autres détenteurs ne sont pas réellement des joueurs, à la fois intérieurs et extérieurs au monde comme nous pouvons l'être. Quand Sans sort des catégories du bien et du mal pour nous décrire, c'est parce qu'un être qui est extérieur à ce monde et joue avec ne peut pas être jugé moralement, là où Flowey, qui vit à l'intérieur de ce monde et s'en est détaché, peut encore être jugé moralement. C'est pourquoi Flowey a tort quand il appelle notre pouvoir de sauvegarde le pouvoir de se prendre pour Dieu. Pour lui et pour les autres possesseurs de la sauvegarde, c'est se prendre pour Dieu. Mais nous ne nous prenons pour personne, nous sommes Dieu. Et le jeu le sait très bien, il en prend acte. Nous sommes l'ange. It's freedom like you never knew.